m'appelle Kristen Milbury et au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui et la 4e de l'année 2025 à 2026. Si vous souhaitez utiliser la traduction, rendez-vous dans le chat où vous trouverez les instructions pour vous connecter. If you want to use the translation for this webinar, as it will be in French, please go to the chat where you will find instructions on how to connect to the available translation. If you have any issues with this function, please send a message in the chat and we will assist you. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Louane Fauchet. Louane s'est intéressée très tôt dans sa carrière à la biologie des espèces aquatiques avant d'intégrer l'Institut Agro de Rennes à France, où il a étudié les sciences halieutiques pendant 3 ans. Malgré sa formation spécialisée en aquaculture, son stage de Master 2 avec l'association Migado, qui s'occupe de la protection des espèces migratrices dans les rivières Garonne et Dordogne, l'a orienté vers l'écologie de la conservation du saumon atlantique. En 2021, il a eu l'opportunité de rejoindre l'équipe de recherche de Louis Bernatchez pour travailler sur le projet de restauration du saumon dans le bassin versant de la rivière Romaine. À travers ce projet, qui présentera aujourd'hui, Louane s'est particulièrement intéressé à l'évaluation de la diversité génétique, de la taille efficace des populations et des effets des pratiques d'ensemencement sur la viabilité à long terme des populations naturelles. Son approche combine avec la génétique des populations, l'écologie et la biologie évolutive, avec une forte dimension appliquée au service de la gestion et de la conservation des poissons migrateurs. Ce projet à grande échelle lui a également permis d'explorer les caractéristiques du cycle biologique du saumon atlantique et d'utiliser l'ADN environnemental comme un outil innovant pour surveiller la migration des saumonaux. Aujourd'hui, nous vous parlerons des développements et applications de protocoles innovants pour la gestion et le suivi du saumon atlantique. Après la présentation de cet après-midi, nous ouvrirons la séance aux questions et réponses. Je cède maintenant la parole à Louane. Merci beaucoup Christine. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon projet sur le développement et l'adaptation de protocoles innovants de restauration et de suivi pour le saumon atlantique. I'll be happy to answer questions in English at the end of the presentation. All my slides are in English, so don't worry about that. Je fais mon projet de thèse à l'Université Laval. Donc, j'ai été encadré par Louis Bernatchez avant son décès en 2023 et maintenant c'est Nicolas de Rome et Julien April du ministère de l'Environnement qui s'occupe de mon encadrement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un ensemble global de ma thèse et on va commencer par une introduction assez longue pour vous expliquer pourquoi on fait tout ça. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les espèces d'eau douce ont subi un fort déclin démographique depuis un certain nombre d'années. On sait que les taux d'extinction ont un taux supérieur à 100 par rapport au taux d'extinction naturelle chez les poissons d'eau douce, et ce à cause de nombreuses menaces, notamment l'utilisation des rivières, l'exploitation directe des espèces, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Donc ça a impacté les taux d'extinction. Et particulièrement, toutes ces menaces-là, elles sont amplifiées sur les espèces diadromes. Donc ce sont des espèces qui vont migrer entre la mer et les rivières, notamment pour des fins de reproduction ou d'alimentation. Donc ici, vous voyez les graphiques d'abondance de différentes espèces diadromes. Quand on pense aux espèces diadromes, on va penser notamment à la construction des barrages et à la destruction en fait, de la continuité des habitats. Donc ici, je vous ai mis une image qui est assez parlante sur les problématiques de migration des poissons diadromes, où il est difficile pour ici d'identifier la rivière où il faut aller. Donc sur 6 passages, on a seulement un qui mène aux zones de reproduction. Donc c'est quand même assez compliqué pour les espèces diadromes de s'y retrouver. Donc on a des espèces qui sont encore plus menacées
par rapport à des espèces qui sont contenues en eau douce ou en eau salée. Le saumon atlantique, il va être assez menacé aussi. Donc ici, je vous ai mis une carte de distribution du saumon atlantique dans les rivières du Québec. Et avec aussi dans d'autres rivières, on va avoir un déclin assez important. Donc c'est une espèce qui va être assez ciblée, notamment pour la restauration. Et pour la restauration, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, et notamment quelque chose dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est les ensemencements. Donc en fait, on va mettre en milieu contrôlé des individus pour les reproduire, puis ensuite mettre leurs rejetons en milieu naturel pour pouvoir justement augmenter la production de juvéniles, etc. Le nombre de papiers concernant le sportive breeding a fortement augmenté depuis les années 90 et on est encore plus haut maintenant dans les années 2020. Ce genre de choses a été adapté sur de nombreux taxons, que ce soit les amphibiens, les mollusques, les poissons marins et surtout sur les poissons d'eau douce, il faut bien le dire, parce que c'est un petit peu plus simple, puisque ces poissons-là sont concentrés dans des zones plus accessibles que le milieu marin. Donc si on a un exemple en Australie avec la perche pygmée australe, qui est un poisson qui est extrêmement menacé, qui a été beaucoup supplémenté en milieu naturel. Le problème de ce genre de pratique, c'est qu'il y a des risques génétiques qui sont inhérents aux ensemencements. Quand on pense aux risques génétiques, on va d'abord penser à la perte de diversité génétique et au risque de dépression de consanguinité. Donc, si on voit dans un article qui date de 2012, qui est sur le saumon atlantique d'ailleurs, la richesse allélique des poissons en gris issus des écloseries qui est plus faible largement que celle issue des poissons sauvages et qui sont tous reliés entre eux, plus apparentés que les poissons d'origine naturelle. Et ça va causer des problèmes de succès reproducteur. Ici, un article de Raphaël Bouchard en 2022 qui montre que le succès reproducteur des individus issus des closeries est plus faible que celui des individus issus de milieux naturels. Et cette réduction de succès reproducteur est aussi liée à l'adaptation. Il suffit d'une seule génération pour que des poissons qui ont été élevés en captivité puis relâchés soient adaptés à la captivité. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. On va aussi avoir des menaces concernant la structure génétique des populations. On sait que, par exemple, pour le saumon atlantique, c'est une espèce qui est très... Il y a beaucoup de structures génétiques, donc si on n'ensemence pas avec des poissons locaux, on va avoir des problèmes de stabilité génétique. Un peu plus méconnu, mais un peu plus étudié maintenant, les modifications épigénétiques qui sont concernées par l'élevage en captivité et le relâchement, qui peuvent causer des problèmes notamment de succès reproducteur, etc. Donc en fait, ce sont les causes généralement de tout ce qu'on a vu auparavant sur le succès reproducteur. Et un dernier effet dont je vais reparler un peu plus tard, c'est l'effet Riemann-Leach, qui en fait est un effet qui, suite à la supplémentation, va engendrer une réduction de taille efficace. Donc la taille efficace, c'est globalement le nombre d'individus qui va participer à la reproduction. Et lorsqu'on ensemence beaucoup d'individus, une grande proportion d'individus qui sont issus de peu de parents, on va avoir un effet de réduction de taille efficace qui va causer problème ensuite pour la diversité génétique. Donc on va en reparler dans mon projet parce que j'ai évalué ces effets-là. Donc il y a maintenant beaucoup de papiers qui sont parus sur la bonne façon de faire ce genre de projet. J'aimerais aussi parler avant de faire ce genre de mise en place de programmes de restauration qu'il faut faire des analyses extrêmement importantes et extrêmement approfondies sur les probabilités d'extinction d'une population avant tout effort d'ensemencement, parce que ensemencer juste pour ensemencer, lorsqu'on ne vise pas à juste augmenter les pêcheries, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, il faut, avant d'ensemencer, choisir
un petit peu ce qu'on a envie d'aller faire dans la population. Donc, est-ce qu'on veut juste une population stable ou est-ce qu'on veut, après, par la suite, recommencer des pêcheries? Donc, ça, c'est important. Puis, la dernière chose, c'est que il faut supplémenter, mais il faut aussi avoir un habitat qui va être utilisable par les poissons. Notamment, quand on pense aux poissons diadromes, on pense aux migrations, aux barrières de migration, notamment les barrages. Et il faut faire quelque chose avant d'ensemencer, parce que si on ne fait pas ça, ensemencer, ça ne sert à rien. Donc, toutes les alternatives, elles devraient être priorisées ou conduites au même moment pour la restauration, comme la restauration d'habitat ou ce genre de choses qui permettent d'augmenter le succès ensuite de la supplémentation. J'ai mis quelques recommandations ici, on va passer à travers ça rapidement. Tout à l'heure, j'ai parlé de taille efficace, donc le NE, qu'il faut essayer de maximiser à travers un bon sexe ratio, un nombre équivalent de mâles et de femelles, éviter de produire des familles trop différenciées en termes de nombre et aussi avoir un bon renouvellement du cheptel. On doit minimiser la durée de la captivité, évidemment, éviter de faire si on fait des F1 à partir de F0 sauvage, c'est bien, mais est-ce que des F2 eux, vont pas être trop adaptés à la captivité. Aussi, il faut se reposer sur un cheptel d'origine sauvage. Une autre recommandation, ça va être l'utilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un cheptel qui est adapté localement, notamment pour le saumon atlantique. On sait que les poissons non natifs, donc de rivières qui n'ont pas rapport, vont avoir un succès reproducteur inférieur, ici de 35% dans cette étude-là, par rapport aux poissons natifs de ces rivières. Ça m'amène ici à vous parler des traits d'histoire de vie parce que quand on parle d'adaptation locale, on va avoir des individus et des populations qui vont avoir des traits d'histoire de vie extrêmement distincts. Donc, qu'est-ce que c'est les traits d'histoire de vie? C'est la façon dont les individus vont utiliser leurs ressources pour se reproduire et pour survivre. Donc, par exemple, le taux de croissance, la fécondité, etc. Qui sont limités par deux types de facteurs. Donc aujourd'hui, on va moins parler d'eux, mais les facteurs extrinsèques, donc l'accès à la ressource, les facteurs environnementaux. Évidemment que deux populations ne vont pas grandir de la même façon si elles ne vont pas avoir accès à la même ressource. Mais il y a aussi des facteurs intrinsèques, donc qui sont directement liés à la limite de l'organisme et qui ont des bases génétiques. Donc si on a un modèle d'allocation des ressources en Y, donc c'est relativement simple, c'est-à-dire que quand on acquiert une ressource R, on ne peut pas la partager. On ne peut pas tout envoyer vers la reproduction ou tout donner dans la survie. Donc, il va falloir répartir ces ressources. Et ça va être généralement basé sur des bases génétiques. Et donc, lorsqu'on parle d'adaptation locale, eh bien, cette adaptation locale-là, elle va varier entre deux rivières. Par exemple, juste la capacité à voyager dans une longue rivière d'un poisson, elle va être déterminée par sa population. Si on met des poissons dans une grande rivière, dans une petite rivière qui proviennent d'une grande rivière, ça va peut-être être plus compliqué pour eux de pouvoir migrer jusqu'à leur zone de reproduction. Pour ce qui est du saumon atlantique, c'est un exemple modèle de trait d'histoire de vie super varié. On sait que les poissons peuvent passer entre 1 à 8 ans en rivière, au stade tacon, avant de se multiplier. En mer, on est entre 1 et 5 ans, voire plus. Donc tout ça, c'est des traits d'histoire de vie qui varient énormément. La capacité à se reproduire une nouvelle fois après la reproduction, c'est aussi quelque chose, après une première reproduction, c'est aussi quelque chose qui varie beaucoup entre les populations. Et enfin, un dernier exemple, c'est juste la maturation au stade tacon en sautant la migration, ce qui va permettre un plus fort succès reproducteur pour certains individus. Donc tout ça, c'est des traits d'histoire de vie qui sont généralement dépendants des rivières parce que le saumon atlantique est très adapté localement. Ici, je vous ai mis une étude d'Alexandre Carbonneau qui a montré la forte adaptation locale dans les rivières de l'Ungava, avec à peu près une population par rivière. On sait que ces populations vont avoir des traits d'histoire de vie différents. Ici, on est plus au stade de la région, mais on voit qu'au Québec, on a un pourcentage de femelles Madeleino, donc qui migrent qui reviennent après 1 an, qui est à peu près à 10%, alors que en Nouvelle à Terre-Neuve, on va être à peu près plus autour de 70%. Donc tout ça, ça nous amène à avoir des études spécifiques par rivière.
et donc de faire attention à bien gérer l'adaptation locale de nos populations qu'on va supplémenter. Si on revient à nos recommandations, la dernière chose à faire dans un programme d'ensemencement, c'est de pouvoir suivre les populations. Le nombre de suivi de population, il augmente fortement, mais on voit qu'il est aussi concentré dans des régions qui sont relativement riches et aisées parce que c'est des coûts importants pour notamment suivre les différentes populations par rivière. Quelque chose d'important, ça va être le suivi génétique. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup parler de ça parce qu'on a fait des extractions d'ADN pour utiliser des marqueurs génétiques qui permettent d'identifier les populations. Donc là, on revient sur le graphique d'Alexandre Carbonneau. Ça a permis de construire des populations de référence et d'identifier ensuite les individus à leur population afin de permettre un bon suivi. Et grâce à on peut aussi faire de l'assignation à parenté, ce qui est un outil super important lorsqu'on fait de la supplémentation, afin de pouvoir identifier, grâce à l'enregistrement de tous les croisements qui sont faits en milieu contrôlé dans les écloseries, de pouvoir identifier les individus qui viennent du programme d'ensemencement. Le suivi, c'est aussi être capable de quantifier l'abondance des populations. On a des méthodes assez classiques de capture, macro-capture, de la pêche électrique, l'utilisation des sonars, etc., qui ont beaucoup de bénéfices, notamment l'acquisition de données sur les organismes, qui sont relativement précis, etc. Mais c'est relativement coûteux, et pour des suivis à long terme, c'est peut-être pas l'idéal. On a aussi de la mortalité, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose lorsqu'on travaille sur des populations qui sont en danger. Donc pour ça, il y a une nouvelle méthode qui est donc maintenant à quasiment 20 ans, mais c'est l'ADN environnemental, qui nous permet de faire des suivis de population, donc tout simplement en récoltant les molécules qui sont produites par les poissons, donc soit par les déjections, par la production de mucus, etc., qui se retrouvent dans l'eau et qu'on est capable d'amplifier relativement de manière assez peu coûteuse, assez rapide et donc non invasive, et qui nous permet de détecter des individus qui ont des faibles présences, mais aussi de quantifier l'abondance. Donc ça, c'est un papier de Yates et al. Qui a fait date dans la quantification et qui nous permet de relier la quantité d'ADN dans l'eau à la quantité de poissons. Donc ça, c'est super intéressant. Évidemment, ce n'est pas une méthode parfaite. Comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à droite, on a évidemment des biais qui sont notamment relatifs à l'écologie elle-même de l'ADN environnemental, parce que cet ADN-là, il va être dégradé, il va sédimenter, il va être transporté, et notamment dans les gros systèmes, comme le système dont on va parler aujourd'hui, il y a beaucoup de dilution, donc c'est difficile à détecter. Donc toutes ces recommandations-là que je viens d'énumérer, on va pouvoir les adapter à notre système d'études, donc qui est le système de la Romaine. On va voir la rivière Puy-Jalon en rouge et la rivière Romaine, qui sont deux rivières à son nom. Dans mon projet, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a identifié qu'il y avait deux, je ne vais pas parler des méthodes, mais je vais parler juste du résultat. On a deux populations génétiquement distinctes, donc avec un indice de différenciation de FST assez élevé pour deux populations dans le même bassin versant, et donc qui sont en relatif mauvais état, puisque les statuts les populations ont été comptés en 2000-2001, et on va avoir 300 adultes seulement. Et ça n'a pas forcément augmenté depuis lors des vérifications ultérieures. Ce saumon-là, il est confiné dans cette zone ici que j'ai entourée en violet. Donc avant, à la place du barrage de la Romaine 1, il y avait une chute naturelle. Donc la construction du barrage n'a pas été rédhibitoire quant à la quantité d'habitat du saumon. Par contre, cette construction de barrage a engendré l'obligation par Hydro-Québec de construire et de mettre en place un programme de restauration dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce programme, je l'ai simplifié dans un schéma rapide, mais on va y revenir tout au long de la présentation. On va capturer des smolts dans les rivières. On va emmener ici à l'Université Laval, au LARCEM, pour qu'ils puissent grandir et se reproduire. Ensuite, on va incuber les œufs dans le LARCEM et on va ensemencer les alevins dans chacune des deux rivières. Donc là, je vous ai simplifié le schéma, mais évidemment qu'il y a une restauration par rivière pour maintenir la diversité génétique.
Donc, si on résume un peu par 3 questions mon projet, la première question, c'est à quel point les populations de saumon sont différentes dans notre bassin versant, donc à un niveau génétique, mais aussi au niveau biologique. Donc, on va pour ça parler des traits d'histoire de vie. La deuxième question, c'est à quel point la restauration qu'on a mis en place a été efficace pour maintenir la diversité génétique et augmenter le recrutement. Et la dernière, donc ça pour ça, on va utiliser la population et les assignations parentales et populationnelles. Et la dernière chose, c'est comment on peut suivre cette restauration à une large échelle en diminuant les manipulations de poissons et les coûts. Et pour ça, on va utiliser l'ADN environnemental. Donc le premier chapitre, il a pour objectif de décrire les traits d'histoire de vie en milieu naturel et en milieu contrôlé pour identifier les bases génétiques et pour démontrer finalement qu'on a 2 populations très adaptées localement. Donc pour le premier objectif en milieu naturel, on a capturé des saumonaux et des alevins. On a mesuré les traits d'histoire de vie pour ces saumonaux à la dévalaison. Et on a remarqué que pour les âges 2 et 3, qui sont les âges majoritaires, on a très peu d'individus qui migrent à 4 ans. Les smolts de la rivière romaine sont 24,5 mm plus larges, donc plus grands que ceux de la Puy Jalon. Cependant, ces différences-là, on ne peut pas vraiment savoir si elles sont liées à l'environnement ou à leur génétique des poissons. Notamment parce que l'accès à la ressource est super important dans la croissance, etc. On sait que l'âge à migration, lui, est un peu plus basé au niveau de la génétique, notamment avec un gène qui a été identifié qui s'appelle le PGLL3, et qu'on peut se demander si ces bases-là sont environnementales ou génétiques. Pour ça, on a capturé des alevins dans leurs rivières respectives, et en faisant les analyses génétiques, on s'est rendu compte qu'il y avait des alevins qui étaient identifiés Puy Jalon, donc génétiquement, mais qui ont grandi dans la Romaine, alors qu'on a eu l'inverse un petit peu moins, on n'en a eu que 7, mais des individus identifiés romaines génétiquement, donc qui sont issus de parents romaines, qui ont grandi dans la Puy Jalon. Donc quand on regarde la longueur à la fourche de ces 4 groupes-là, donc on va regarder d'abord à gauche les groupes génétiques Puy Jalon. Donc, ceux qui ont grandi dans la Romaine, ils sont plus grands significativement que ceux qui ont grandi dans la Puy Jalon. Pour ce qui concerne les individus qui sont génétiquement romaines, ceux qui ont grandi dans la Romaine sont plus grands que ceux qui ont grandi dans la Puy Jalon. Donc là, ça veut dire qu'on a une claire interaction génotype-environnement. L'environnement va driver complètement la croissance, parce que tous les individus, quelle que soit leur origine génétique, sont plus grands dans la Romaine. Donc on peut penser que la Romaine a probablement soit un accès à la ressource plus important, soit il y a moins d'individus dans la Romaine, donc du coup l'accès à la ressource est plus grand. Mais les bases génétiques sont clairement non identifiables quand on ne travaille pas dans le même environnement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le cheptel du Larcem, qui est utilisé à des fins d'ensemencement pour identifier les bases génétiques de cette croissance et autres traits d'histoire de vie. Donc pour ça, on a utilisé à peu près 700 individus qui sont maintenus au Larcem. Et on a mesuré la même chose. On a mesuré des taux de croissance. Donc avec le modèle de von Bertalanffy, on va avoir 2 choses qui vont nous intéresser. C'est le L1, donc la longueur asymptotique maximum atteinte par les poissons. Et le K, c'est-à-dire, pour rapprocher ça d'un taux de croissance, c'est la vitesse à laquelle les poissons atteignent leur taille maximale. Et quand on compare les 2 populations et les 2 sexes, on voit qu'on a des différences significatives. Par exemple, pour les mâles, les individus de la Puy Jalon vont atteindre une taille plus grande, donc quasiment 10 cm au-dessus que les mâles romaines. Pour les femelles, on n'a pas de différence à la taille atteinte, mais par contre, on a une différence dans la vitesse à laquelle ces individus-là vont atteindre la croissance, leur taille efficace. Donc on a des différences, que ce soit en termes de croissance ou de vitesse de croissance. Et ça veut dire que si on revient à notre modèle d'acquisition des ressources en Y, ça veut probablement dire que nos individus de la Puy Jalon, ils ont investi plus d'énergie dans la croissance, mais ça voudrait dire que ils en ont investi moins dans la reproduction ou dans un autre trait, mais ici on va s'intéresser à la reproduction. Et donc pour ça, on a regardé 2 choses, l'âge à maturité des poissons. Donc ici on voit que les poissons romaines maturent plus vite que les poissons Puy Jalon.
Donc, on est à 2,85 ans versus 3,04. Donc, ça veut dire qu'il y a une potentiel investissement dans la croissance plus tardive chez les plus jalons que chez les romaines. Et ensuite, on a regardé la fécondité relative. Et lorsqu'on compare les deux traits, on voit que les individus romaines ont une fécondité relative plus importante, donc ils produisent plus d'œufs par kilo. Ce qui fait du sens au vu de la croissance. On a vu qu'on avait un plus grand investissement dans la reproduction pour les individus romaines. Et c'est là qu'on va avoir deux compromis qui sont utilisés de manière différente entre les deux populations, ce qui les montre aussi des différences biologiques super importantes entre les deux individus, entre les deux populations. Donc, si on répond à notre question, on sait qu'on a deux populations distinctes qui sont différentes dans l'environnement, mais que ces données-là sont notamment liées au fait qu'on a l'accessibilité à la ressource différente, mais que par contre, les expériences en jardin commun ont démontré que le potentiel de croissance des individus puis jalons était plus important que ceux de romaines, mais que par contre, on avait une fécondité plus faible chez les individus de la puy jalon. Maintenant qu'on connaît nos populations, on sait qu'on va pouvoir les restaurer. Et donc, dans ce cas-là, on va partir sur notre deuxième objectif, à savoir, on restaure les populations et est-ce que ça fonctionne? Donc, aujourd'hui, je vais parler de deux de mes objectifs de ce chapitre. Donc, le premier objectif, ça va être évaluer la capacité de notre cheptel à maintenir la diversité génétique. Et la deuxième, ça va être de mesurer les effets de l'ensemencement sur la diversité génétique des populations, sur les tailles efficaces, etc. Donc, tout ce que je vous ai parlé dans l'introduction. Donc, si je reviens sur mon schéma de tout à l'heure, là, je l'ai un peu complexifié. Lorsqu'on capture des smolts, il faut maintenant déterminer à quelle population ils appartiennent. Donc, on copie une nageoire et on fait des analyses génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure pour les assigner à leur population, ce qui nous permet de faire des reproductions séparées entre nos deux populations, romaines et puy jalon. On fait aussi les incubations au même endroit et ensuite, on va pouvoir ensemencer dans leurs rivières respectives des alevins. Donc, le premier objectif, c'est est-ce qu'on, avec notre cheptel, est-ce qu'on est capable de sauvegarder la diversité génétique? Donc, on va essayer de regarder des indices de taille efficace. Aujourd'hui, je vais plus parler de nombre de parents potentiels parce que la taille efficace, c'est plus quelque chose qu'on va mesurer sur des générations entières. Là, on va parler sur chaque année, à chaque reproduction. Donc, on a toujours nos individus qu'on a utilisés tout à l'heure pour les trajectoires de vie. Maintenant, on va voir si on est capable de maintenir la diversité génétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cheptel, on a un certain nombre d'individus chaque année pour les deux populations. Et ce cheptel, il va représenter ce qu'on pourrait appeler le nombre de reproducteurs potentiels. Donc, si tous les individus pouvaient se reproduire ensemble à chaque année et qu'on n'avait pas de limite de capacité de reproduction. Donc, pour calculer cette taille efficace, on va utiliser cette formule-là qui repose uniquement sur le sexe ratio. Donc, un sexe ratio équilibré va forcément augmenter cette taille efficace. Une fois qu'on a calculé notre potentiel, eh bien, on va calculer ce qui se reproduit vraiment. Parce que dans les individus, en milieu contrôlé, c'est difficile de faire maturer tous les individus. On a beaucoup d'individus qui ne maturent pas, simplement parce qu'ils ne sont pas passés par la mer, etc. Donc, c'est un peu perturbé dans leur cycle de vie. Donc, on a un cheptel reproducteur et on va calculer ce même NB, sauf que cette fois-ci, ça va être un NB réalisé. Maintenant, quand on produit des familles, on veut, ici par exemple, produire 9 familles de taille équivalente pour avoir la même diversité génétique un peu partout, qu'on puisse ensemencer le même nombre d'individus par famille. Sauf que vous vous doutez bien que c'est difficile de produire des familles de taille équivalente avec des poissons qui sont arrivés respectivement entre 2013 et 2022. Les individus vieux vont produire plus d'œufs et donc on va avoir des tailles de familles qui sont assez disparates. Et ça, dans notre formule, ça va réduire notre taille de nombre de parents efficaces, puisque au lieu de calculer juste avec le sexe ratio, maintenant on va prendre en compte la variance des familles produites. Donc ici le VKM en bas, c'est la variance du nombre de rejetons produits. Donc on voit bien que si on augmente cette variance, on va diminuer notre N. Et donc on fait ça pour les mâles et les femelles et on calcule notre variance. Et
le NB variance. La dernière chose ensuite qu'on va regarder, c'est, OK, on a produit ces familles-là. Maintenant, est-ce que la survie de ces familles entre le stade œuf et le stade alevin qu'on va ensemencer, est-ce qu'elle est équivalente? Évidemment qu'elle ne l'est pas. Comme vous le voyez ici, on a des variations énormes de survie. Il y a des familles qui ne survivent pas du tout et des familles qui survivent à 100%. Donc ça va encore créer des disparités dans le nombre d'individus qu'on reproduit et dans le nombre de familles. Ici, on a carrément une famille qui a disparu. Donc ça veut dire qu'on va diminuer ce nombre-là. Donc l'objectif, en fait, c'est qu'entre tous nos indices, on ait le minimum de pertes pour augmenter la diversité génétique qu'on va ensemencer. Donc ça, c'est pour l'appui jalon, c'est nos 4 indices qu'on a calculés. Donc vous voyez le NB potentiel en gris qui est bien plus haut que les autres. NB calculé parce que simplement tous les individus ne se reproduisent pas. Donc si tous les individus pouvaient se reproduire, on aurait un NB qui est à peu près de 93, ce qui est un NB assez fort. On vise généralement dans ce genre d'écloserie des N autour de 50 parce que c'est difficile de faire plus de manière générale parce que la capacité du larcène n'est pas non plus infinie. Mais quand on reproduit seulement les individus qui peuvent vraiment se reproduire, on tombe à 37. Et ensuite, avec les calculs de variance, eh bien, on va tomber à 24. Ce qui signifie qu'on a quand même une marge pour améliorer la façon dont les croisements sont faits au LARCEM et pour augmenter la survie entre les familles, augmenter la production d'œufs pour que chaque famille soit à peu près équivalente lorsqu'on les produit. Les différences sont significatives, donc on sait qu'on peut améliorer ça. Et pour la romaine, c'est à peu près pareil, à part que le NB potentiel est un peu plus bas parce qu'on a simplement moins d'individus. Mais on a encore cet effet de réduction de la taille efficace de notre cheptel. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder si on a réussi quand même à augmenter la diversité génétique dans le milieu naturel et est-ce qu'on a réussi à augmenter le recrutement. Donc pour ça, on a ensemencé plus de 1 400 000 alevins qui ont été stockés, qui ont été ensemencés au stade alevin entre 2015 et 2023, là où il n'y a pas de reproduction naturelle. Donc le premier objectif de ça va être de mesurer l'impact démographique et génétique des ensemencements. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a capturé des smolts en dévalaison entre 2017 et 2024. Et on a regardé plusieurs choses. Déjà, on a regardé notre proportion de population, donc la Pujalon et la romaine. On voit qu'on est à peu près à 85% d'individus de la Pujalon et 14% de la romaine. Donc ça n'a pas changé au cours des ensemencements. On a toujours une population de la Pujalon qui est vraiment supérieure. Mais ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, est-ce que les populations ont augmenté? Pour ça, on a utilisé des méthodes de capture, marquage, recapture, donc que j'ai expliqué tantôt. Et donc, ici, on va avoir l'abondance estimée pour les deux populations. Donc, sachant que les ensemencements ont commencé en 2015, les effets ont commencé à apparaître en 2017, le temps que les smolts dévalent. On n'a pas observé d'augmentation dans l'appui jalon. Les effectifs sont assez stables. Par contre, dans la romaine, on a observé une diminution de 504 à peu près poissons par an. Donc, est-ce que ça veut dire que les ensemencements ne marchent pas? Pas forcément, parce qu'on sait que les populations de saumon, globalement, ont diminué. Donc, peut-être qu'on a juste permis une diminution moins importante des populations dans notre système. Et pour ça, on a fait de l'assignation apparentée et on a regardé chaque année la proportion d'individus issus des ensemencements. Donc, ici, ce sont les individus en orange. Donc, on voit qu'on a à peu près 20% d'individus dans la Pujalon qui sont issus des ensemencements et 26% dans la romaine. Donc, on a des petites différences entre les rivières, notamment dans la romaine où je rappelle qu'on a peu d'individus. Donc, sur 331 poissons, il y en a 75 qui sont venus des ensemencements. Donc, ça veut dire que les ensemencements fonctionnent et qu'on est capable de produire des individus. Si on n'avait pas ensemencé, il est probable que les populations se seraient encore plus diminuées depuis 2013, notamment à cause des effets qu'on ne contrôle pas dans nos rivières. On sait que les individus en mer sont vraiment menacés, etc. Donc, on n'a pas vraiment d'impact là-dessus.
faut savoir, on a des poissons. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ces poissons-là, ils sont génétiquement diversifiés ou est-ce qu'on a juste mis des poissons problématiques dans le système? Et pour ça, on va travailler maintenant par cohorte et on va regarder l'effet Riemann-Lake que je vais prendre un peu de temps à expliquer parce que c'est un effet super intéressant et qui a lieu dans beaucoup de cas où on supplémente des populations. Donc ça, c'est la formule qui n'est pas très compliquée. En fait, on va regarder donc le NW, donc qui est la taille efficace des populations, des poissons issus du milieu sauvage. Le NC qui est la taille efficace de nos poissons issus des ensemencements. Et le X qui est la proportion des poissons issus des ensemencements. Si, lorsqu'on calcule le NE global, donc on additionne nos deux formules, le NE est inférieur au NW, donc à la taille efficace des poissons sauvages, ça veut dire que l'ensemencement a réduit la taille efficace globale de la population et qu'on a un effet Riemann-Lake. Si on prend un exemple, pour 2017, il y a à peu près 36% dans la Puy-Jalon d'individus qui sont issus des ensemencements. J'ai calculé ma taille efficace qui est à peu près de 74,2. Maintenant, si lorsqu'on calcule notre taille efficace d'individus supplémentés, si cette taille efficace est inférieure à 17, on va avoir un NE inférieur à notre NW, et donc on va avoir un effet Riemann-Lake. Par exemple, si notre taille efficace est égale à 10, eh ben, la réduction du NE va être de 20 entre les deux. Tout à l'heure, on a regardé la taille efficace d'individus qu'on va stocker. Et si je vous rappelez bien, on était aux alentours de 24, ce qui est suffisant pour ne pas avoir un effet Riemann-Lake pour cette année-là. Plus on augmente la proportion d'individus issus des ensemencements, plus le risque d'effet Riemann-Lake est fort parce qu'on va avoir une grosse partie de la population qui vient d'un petit nombre d'individus et donc on va diminuer la taille efficace. Donc ici, j'ai mis les calculs des trois indices que je viens de vous parler. Donc on veut que la courbe noire soit toujours supérieure à notre courbe jaune, ce qui est le cas pour chacune des années dans notre système. Il n'y a pas d'effet Riemann-Lake parce qu'on est capable d'augmenter à chaque fois la taille efficace. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, mais il faut quand même relativiser les résultats par rapport à la taille efficace de base de notre population sauvage. Pour la romaine, on est aux alentours de 28, ce qui est relativement bas. Pour la Puy-Jalon, on est plus aux alentours de 50, ce qui commence à être un seuil acceptable quand on parle de population de saumon. Généralement, en biologie de la conservation, on veut atteindre des tailles efficaces à peu près de 500 pour être tranquille. Mais pour les populations de saumon, on va être généralement en dessous. Donc en fait, on ne diminue pas notre taille efficace, même si on a des tailles efficaces de poissons issus des ensemencements faibles, parce que notre taille efficace de base est relativement faible. Mais c'est quand même une réussite d'un point de vue génétique là-dessus, parce qu'on n'a pas diminué notre taille efficace, ce qu'on ne veut surtout pas faire dans un programme de restauration. Enfin, la diversité génétique des poissons issus des ensemencements. Là, je vous ai représenté deux indices. Donc, le FIS en haut, donc c'est l'indice de consanguinité. On n'a pas de consanguinité dans les populations sauvages ni dans les populations issues des écloseries. On va avoir un effet inverse. En fait, on observe de l'outbreeding dans nos populations issues d'écloseries, notamment parce qu'en fait, quand on fait nos croisements, on sélectionne des individus qui sont extrêmement éloignés, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la nature, fait qu'on peut observer ce genre de choses qui ne sont pas vraiment problématiques. Pour ce qui est de la richesse allélique, qui est un bon indice de diversité génétique, on voit quand même que notre population romaine est bien plus basse que la population de la Puy-Jalon et qu'on a un petit effet, les poissons issus des écloseries sont un petit peu moins riches de manière allélique. Mais c'est quand même bon signe, globalement, on a peu de consanguinité et peu de réduction de diversité génétique. Donc, en fait, si on répond à la question, un bon management, ça permet de maintenir la diversité génétique à travers les générations. Et notre restauration a causé assez peu de problèmes au niveau génétique. Par contre, on n'a pas été capable d'augmenter pour l'instant le recrutement, parce que, notamment à cause des problèmes qui sont liés en dehors de la rivière,
avec tout ce qu'on connaît sur les problèmes en mer. Maintenant, le but, c'est de continuer le programme et de réduire les coûts de suivi. Et on peut faire ça avec l'ADN environnemental. Donc, mon but avec ce dernier chapitre, ça a été de construire un modèle pour prédire les captures en utilisant l'ADN environnemental. Donc ici, je vous ai fait un petit schéma des captures en 2021 et des périodes où on a échantillonné l'ADN environnemental en 2021 et en 2022. On a donc mis en place un protocole d'échantillonnage d'ADN environnemental. Donc ici, on a les zones de capture en jaune des individus. Puis on a mis en place ici sur le transsect de la rivière Romaine 9 points d'échantillonnage qu'on a pris à chaque jour. On a pris 1 litre d'eau pour quantifier la concentration d'ADN environnemental. Donc aujourd'hui, dans ce chapitre-là, on ne va pas du tout parler de population. Évidemment, on n'est pas capable encore d'identifier des populations avec l'ADN environnemental. Mais par contre, on est capable de calculer la concentration d'ADN pour chaque jour en faisant la moyenne de nos points. Quelque chose qui est important dans l'ADN environnemental dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la dilution. Donc évidemment, si on a 800 mètres cubes d'eau et qu'on a le même nombre de poissons versus 200 mètres cubes d'eau, on va avoir une concentration extrêmement différente. Donc on a multiplié ces concentrations par le débit qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement variable dans la rivière Romaine, notamment avec les lâchers d'eau de Hydro-Québec depuis les barrages. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre variable explicative avec laquelle on va essayer de prédire les captures. Ces captures, comme elles sont réparties comme ceci, on a choisi de faire des modèles négatifs binomiaux pour construire un modèle par an. Et lorsqu'on construit notre modèle avec notre ADN corrigé par le débit, on voit qu'on est capable de prédire relativement correctement la quantité de capture avec la quantité d'ADN environnemental. Malheureusement, le but de ce genre de choses, c'est de pouvoir être adapté à chaque année. Et lorsqu'on compare nos deux modèles, on voit bien que pour une même quantité d'ADN corrigé, on ne va pas avoir la même prédiction à chaque année. Et donc ça, c'est lié au fait qu'on a un effet lié à l'année et on s'est dit, peut-être qu'on peut augmenter la transférabilité de nos données et de notre modèle en utilisant des variables environnementales. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN environnemental est super sensible à l'environnement. Il suffit qu'il y ait beaucoup d'UV pour que la quantité d'ADN va diminuer dans l'eau. Il suffit que la température soit plus élevée. Et donc, du coup, il va y avoir encore une dégradation plus importante de l'ADN environnemental. Donc, pour ça, on a mesuré nos températures, la précipitation, les couvertures nuageuses et l'énergie solaire à chaque année pour voir si, en mettant ça dans notre modèle, on était capable d'augmenter la transférabilité. Pour ça, on a fait une sélection de modèles. Donc, en partant de notre modèle de base, nous, ce qu'on veut, c'est que la p-value de l'interaction liée à l'année soit plus significative et qu'on puisse transférer nos modèles d'année en année. Et on a remarqué qu'en ajoutant la température et la couverture nuageuse, on était capable d'avoir un meilleur modèle, une meilleure prédiction, et donc d'augmenter notre transférabilité, donc d'adapter notre modèle à chaque année, et donc ensuite de pouvoir dire, cette année-là, on va prendre l'ADN environnemental et on est capable d'inférer la quantité de saumono dans la rivière. Donc, si on répond à notre troisième question maintenant, est-ce qu'on peut suivre la restauration en minimisant les coûts et en les manipulations? C'est possible, effectivement, en prenant en compte nos variables environnementales. Il est évident que ce modèle a des limites. La prédiction n'est pas parfaite. On ne peut pas vraiment remplacer non plus l'ADN environnemental, les captures, marquages, recaptures par ADN environnemental pour notamment prendre des données physiques sur les poissons. Mais je pense qu'en utilisant un peu plus de connaissances sur l'hydrologie de la rivière, sur les régimes thermiques, etc., on pourrait encore augmenter la précision de nos modèles. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans un monde idéal? Déjà, on sait qu'on a de la marge de progression sur la capacité de notre cheptel à produire de la diversité génétique. Ces questions-là, ce sont des questions assez techniques parce qu'au LARCEM, lorsqu'on fait des reproductions, ce n'est pas évident de faire des tailles de familles équivalentes, ce n'est pas évident d'avoir de la bonne survie pour chacune des familles. Donc peut-être qu'il y a des pistes à partager là-dessus et des choses à améliorer.
On sait qu'on peut utiliser l'ADN environnemental pour augmenter, enfin pour suivre les populations. Et donc, on sait que ces modèles-là ont besoin d'amélioration, mais qu'il est possible de remplacer le suivi annuel juste par un suivi ADN environnemental qui va coûter moins cher, parce que le but de ce genre de programme, c'est aussi de pouvoir continuer à long terme pour augmenter le recrutement. Donc, on pourrait remplacer quelques années de suivi par capture, marquage, recapture par un suivi ADN environnemental qui nous indiquerait une abondance à peu près précise pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe dans la rivière sans pour autant avoir besoin de mettre en place un gros système de surveillance. Il n'y a pas encore eu d'évidence pour l'augmentation d'abondance, donc c'est pas, pour l'instant, pour moi, c'est pas possible de toute manière d'augmenter de manière significative l'abondance des populations de saumon à travers un programme qui a duré 13 ans, mais qui au final a commencé vraiment en 2017 par les ensemencemoments. On sait qu'une génération de saumon atlantique, c'est à peu près 6 ans. Donc, on n'a même pas couvert deux générations. Donc, l'arrêt des ensemencements vont clairement mettre ces populations en danger, notamment pour la population romaine. On a vu qu'on avait vraiment des faibles tailles efficaces, c'est juste des faibles abondances. Et la dernière chose dont je voudrais parler, c'est qu'est-ce qui manque à ce programme et comment on fait. Donc, bien sûr, les questions de temps. Il faudrait faire des analyses de viabilité d'habitat, de qualité et de suivi. Ce qui manque aussi dans notre programme, c'est le suivi des adultes et le succès reproducteur. Il faut savoir que mettre en place des barrières de migration dans la romaine, c'est quand même un coût extrême de à peu près $1 million pour juste une barrière. Donc c'est assez compliqué à mettre en place. Il faudrait aussi atteindre et définir des objectifs clairs, savoir qu'est-ce qu'on veut, notamment parce qu'il va y avoir des pêcheries traditionnelles dans ce bassin. Et donc, quel est l'objectif clair? On pourrait faire des analyses de viabilité de population donc, qui nous permettent d'éviter de savoir à peu près, de prédire comment vont se comporter les populations dans le futur. Et aussi peut-être un peu plus de collaboration, notamment avec les communautés, la communauté Innu des Kunaïchit qui travaillent avec nous sur certains projets et qui aussi pourraient aider à collaborer dans ce projet-là. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais remercier Yves Richard de la Société Saumon de la Rivière Romaine, Jean-Christophe Guette d'Hydro-Québec, qui m'ont bien aidé dans ce parcours-là. Le LARSEM, tous les gens du LARSEM, Jean-Christophe, Marianne, puis Émilie, Isabelle et André, parce que sans eux, il n'y a pas de projet. La quantité de données accumulées par le LARSEM est super important. Et enfin, les membres du labo Bernatchez, puis Moore, qui m'ont bien aidé. Et, le projet touche à sa fin grâce à eux. Donc, merci de m'avoir écouté. Excellent, merci Luan. C'était une excellente présentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, si vous souhaitez poser une question, veuillez lever la petite main sur votre écran et je vous donnerai la parole pour poser votre question. Pour ceux qui posent des questions, s'assurez que vous donnez l'autorisation à l'accès de votre microphone. Alors, il va y avoir une fenêtre peut-être, puis juste cliquer sur oui. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez écrire votre question et je la lirai à haute voix. So we can go ahead with questions. As Luan mentioned, you can ask your questions in English or French. No questions coming in. Just a reminder, just click the little hand on the top of your screen. Okay, we'll give maybe one more minute for questions. Okay, there's one. So Gerald Chaput has a question.
Go ahead, Gerald. You can go ahead and unmute Gerald. Vous pouvez activer le son, puis demander votre question. OK. Peut-être ça ne fonctionne pas pour lui. Est-ce que vous êtes là, Gerald? Okay, he's having trouble unmuting. When you click unmute, Gerald, you might find a little window that pops up and just asks you to allow access to your mic. You can try again, and if not, you can type in your question if you wish. Okay. I think that might be it so far. Oh, Isabelle Thériault a une question. Allons-y, Isabelle. Est-ce que vous pouvez activer votre son, Isabelle, puis demander votre question? Okay. Isabelle might be having problems as well. Okay, so Gerald's question is in the chat. So he's asking whether you know anything about the relative proportion of fry from wild versus stocked that becomes smolts. Yeah, so I had some slides about this. I just have time to go back to it. There was not much studies about how many fries are produced each year, which is like a problem. But for what is stocked, we have about 20% of smolts that originate from hatchery stocking each year in the Pigeon and 26 in the Roman. So there is the question is more like what the proportion of fries that becomes of what we stocked becomes fry. It would necessitate like a survival study between like our about like 200,000 individual that we stocked. If we estimate the number of smolts being about 20,000, the survival rate is really low, but for this species it's kind of low anyway. But I have no idea if there is more survival between stocked and wild fry to reach smolt stage, which clearly would be an interesting question to answer for sure in the future. Merci, Luan. And Gerald has also said, very good presentation, a lot of excellent work. Congratulations to the entire team. Thanks. Thank you very much. I can forward my email to anyone that would like to ask a question after the presentation too, if necessary. Yes, I will actually, I'll put it in the chat for those who would like to.
Isabel, I see that you can't activate your sound. You could try again. I have tried to sort of play with some settings there, so you could try to unmute again. If it doesn't work, then you could write your question. OK. Je pense que ça c'est tout. Alors, ça semble d'être la fin. Si vous avez d'autres questions, j'ai mis le courriel de Luan dans le chat. Nous avons enregistré la session qui sera disponible sur notre page YouTube. Et notre prochain webinaire sera une session spéciale organisée en partenariat avec le plan conjoint de recherche sur le saumon atlantique. Il s'agira d'une table ronde en ligne consacrée à la gestion des données. Ça va être très intéressant. Et se tiendra le 10 décembre. De plus amples détails sur cette session seront communiqués dans les semaines à venir. Encore un grand merci à Luan et à tous ceux qui ont participé. Nous espérons vous revoir au prochain webinaire. Alors, merci Luan. Merci beaucoup, Christine.